Il est 22 h, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Nous ouvrons ce journal avec cette information portant sur la participation du chef de l'État à un sommet des pays membres de l'IGAD, spécialement consacré, donc ce sera notre chronique de ce soir, consacrée à la crise sud-soudanaise. Le président donc, de la République qui vient de regagner, on va faire le point tout de suite avec Ali Abdullahi. Bonsoir Ali. Bonsoir Asma. Et le chef de l'État donc a regagné la capitale. Effectivement, donc le chef de l'État a regagné ce soir, il y a quelques heures, la capitale. Il vient donc de la capitale éthiopienne Addis Abeba, où à l'instar de ses homologues chefs d'État et de gouvernement de la région, il a pris part donc ce jeudi au sommet extraordinaire d'un jour de l'IGAD avec sur le Soudan du Sud. La nécessité de faire accepter Asma l'arrêt des conflits par les deux principaux protagonistes de la crise au Soudan du Sud, en l'occurrence le président Salva Kiir et son ancien vice-président et opposant majeur Riek Machar, constitue donc l'objectif le plus important visé donc par ce sommet de l'IGAD, la guerre fratricide qui règne en maître absolu au Soudan du Sud est source également effroyable de dégradation généralisée dans ce pays, au spectacle insoutenable des victimes de blessés et des déplacés dont la population civile de ce pays s'ajoute un lot aussi macabre de détresse faite de famine, de dysenterie et autres maladies ravageuses. L'économie de ce pays, donc le Soudan du Sud, promise un temps à un bel avenir, est elle aussi en proie à la faillite. C'est que sous l'effet des hostilités permanentes, le Soudan du Sud ne peut s'y livrer aujourd'hui à une exploitation efficiente de ses énormes richesses de pétrole. Mais en croire aux instances de l'IGAD, Asma, où souffle un vent d'optimisme, la problématique du Soudan du Sud ne releverait donc plus de désespoir. C'est pourquoi l'organisation régionale entend capitaliser sur les marques de disponibilité en faveur de la paix à la réalisation d'une solution négociée d'enfants de plus en plus montrent les principaux protagonistes de la crise au Soudan du Sud. Mieux encore, l'IGAD donc projette de commuer en dynamique propice au retour d'une paix durable au Soudan du Sud. Le fait que le président Salva Kiir et son principal opposant Riek Machar aient accepté de se réunir à Addis Abeba ces jours-ci en amont donc à ce sommet afin de trouver donc un règlement pacifique à leurs différents politiques. Eh bien, en ce qui concerne le Djibouti, sous l'impulsion directe de son principal leader charismatique, son Excellence, le chef de l'État, Ismaïl Marguelé, la République de Djibouti concourt donc au rang des pays et des nations fortement engagés dans le processus de paix, visant donc à reconnecter le Soudan du Sud avec la paix et la concorde civile. Merci Ali Abdullahi pour ces précisions. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé aujourd'hui à la primature, en sa qualité de coordinateur national de l'action gouvernementale, une réunion de lancement de l'audit de performance sur l'état de préparation à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Cette rencontre entre les membres du gouvernement et la première présidente de la Cour des comptes, Ismaël Mahmoud Ibrahim, était l'occasion pour la Cour des comptes de discuter de l'adaptation des ODD au contexte national et local, mais aussi du programme d'action global et de la mise en place des points focaux dans les départements ministériels pour permettre des procédures de suivi régulier, de coordination et de partage des connaissances. La Cour des comptes, qui est l'institution supérieure de contrôle de la gestion des deniers publics et le développement, a récemment adhéré au programme des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l'Afrique francophone dans l'attente des ODD d'auditer et de suivre la réalisation des objectifs de développement durable. L'agenda 2030 des Nations Unies est un programme de développement durable adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale de l'ONU et reposant sur 17 objectifs de développement durable déclinés en 169 cibles dans les domaines de l'économie, du développement social et de la protection de l'environnement. Il doit s'appuyer et s'aligner sur les politiques nationales de chaque pays. Pour le cas de Djibouti, ce plan d'action ambitieux visant à éradiquer la pauvreté et assurer un développement durable s'aligne sur les objectifs de la SCAP. Le Premier ministre a rappelé dans son intervention que ceci correspond aux vœux du président de la République, a clairement engagé la République de Djibouti dans la voie des objectifs de développement durable. Voici ses propos.
objectifs de développement durable dans les perspectives de l'agenda 2030 sont approuvés par le gouvernement. Ils nécessitent donc une analyse interne par l'intermédiaire d'audits et qualité. La Cour des comptes, comme cela nous a été présenté, a prévu d'affecter de nombreux magistrats préparés spécialement à ce travail. Il est important que le gouvernement collabore de la façon la plus adaptée. L'objet de ce lancement est donc de sensibiliser tous les acteurs gouvernementaux à la mise en œuvre de ce suivi et d'examen au niveau national pour en améliorer la qualité. Je suis certain que cet audit de l'état de préparation à la mise en œuvre des objectifs de développement durable pourra se dérouler dans les meilleures conditions. Je voudrais donc, avant de lancer ce travail d'audit, demander à chaque membre du gouvernement et à leurs collaborateurs de travailler en étroite collaboration avec les magistrats qui seront affectés dans leur département. Je déclare donc lancer ce travail d'audit par la Cour des comptes. Et cette réaction, nous avons recueilli la réaction de la présidente de la Cour des comptes, Mme Ismaël Mahamoud. C'était juste après cette rencontre avec le Premier ministre et les membres du gouvernement. On l'écoute. Il faut rappeler que l'agenda 2030, le programme à l'horizon 2030, les objectifs de développement durable, est un programme, une feuille de route qui a été retenue au niveau global, au niveau mondial, avec l'ensemble des pays membres des Nations Unies. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a, dans le cadre du discours qu'il a prononcé en cette occasion, clairement engager la République de Djibouti dans cette voie, la voie des objectifs de développement durable, la Cour des comptes et au niveau global, comment le tout s'enchaîne, se coordonne, sans qu'il y ait doublon, chevauchement, déperdition d'efforts. Le maître mot, je dirais, la coordination, la synergie, elle est de l'avant, produire des données fiables, propres à la République, définir des objectifs qui sont propres à la République. Les 17 sont globaux, mais quelles sont les priorités pour la République de Djibouti? Voilà les questions basiques qu'on se pose et qu'on a exposées aux ministres que nous avons conviés aujourd'hui, qui sont dans un premier temps un certain nombre de ministères qui sont des ministères coordonnateurs en chef quelque part. À l'issue des discussions, nous avons proposé à l'ensemble des ministres présents autour de la table, ils ne seront pas forcément les seuls, peut-être on peut aller aussi toucher d'autres ministères dans la démarche de notre audit, mais l'approche que nous avons retenue dans un premier temps, c'est de désigner des points focaux au sein des ministères conviés, et nous allons déjà se mettre à la tâche pour prendre la tâche de ces points focaux désignés pour pouvoir discuter maintenant techniquement, collecter, interviewer et avoir des éléments probants pour notre audit. Et dans notre rubrique consacrée à la lutte pour l'indépendance lors des massacres d'août 1966, avec l'arrivée du général de Gaulle à Djibouti, ne font que développer une prise de conscience nationaliste collective à travers le pays, et les revendications à l'indépendance s'étendent à toutes les couches sociales. Cette tendance devient désormais irréversible, mais à quel prix? L'événement sur lequel nous allons nous arrêter ce soir porte sur le référendum de 1967 sur l'avenir de Djibouti. Et le passage à Djibouti du général Charles de Gaulle entaché de sang, la France lance un processus de référendum sous les revendications des nationalistes djiboutiens. Plusieurs figures politiques mènent la bataille, Mahmoud Harbi, Hassan Goulet d'Absudan ou encore Mohamed Kamil. Mais plus rien n'arrêtera la machine répressive qui s'est désormais installée à Djibouti. Les partisans du colonialisme sont isolés, mais peu importe, c'est les légions étrangères qui gouvernent le pays. Pour le référendum qui aura lieu le 19 mars 1967, l'administration coloniale va diviser les Djiboutiens en deux camps. Les partisans qui disent non à la France et ceux qui disent oui à la France. Le non à la France l'emporte haut la main, mais l'administration coloniale manipule le scrutin proclamant le oui à la France victorieux. Dès le lendemain de la proclamation des résultats, Djibouti est en feu. Des barricades sont érigées partout. La population se soulève pour manifester sa colère. C'est l'occasion rêvée pour tuer. D'ailleurs, sur les champs de tir de la Légion étrangère, l'écriteau
tirer pour tuer ou tirer pour vivre est bien visible. C'est le règne de la terreur qui commence à Djibouti, où se développent les sinistres camps de triage, où femmes et enfants meurent assoiffés et affamés sous un soleil de plomb. Ceux qui survivent à ce camp de la mort sont déportés. Djibouti est vidé de sa population et entièrement bouclé par un sinistre grillage électrifié et triffé de mines. À l'intérieur, la tuerie continue sans témoin. Là également, le bilan restera inconnu. Ce sera l'un des épisodes les plus douloureux de notre histoire. Et Santi, avant de clore l'actualité nationale, je vous emmène à Tadjoura, où une équipe médicale est en déplacement depuis mardi dans la sous-préfecture de Dola pour prodiguer des soins aux populations de la région, conduite par le directeur des régions sanitaires, M. Ahmed Saïd. L'équipe médicale compte une quarantaine de médecins, de chirurgiens, des spécialistes et des techniciens de la santé. C'est sur instruction du ministre de la Santé, Dr Jamal Meaki, que cette caravane médicale a été dépêchée sur les lieux. Elle séjournera jusqu'au 25 juin prochain et en pris pour base de travail. De là, l'équipe médicale et chirurgicale offre ses prestations et ses soins gracieusement, notamment en ophtalmologie, en stomatologie, en ORL, en cardiologie, en gynécologie, en pneumologie ou encore en dermatologie. Tous les équipements et matériels nécessaires ont été emportés pour cette mission médicale. Les populations des zones rurales des localités excentrées ont apprécié cette initiative du ministre de la Santé qui va rendre pérenne ce genre d'opération pour apporter des soins de proximité à ceux qui sont dans le besoin. La localité de Dola a ainsi vu affluer des gens venus d'autres secteurs, dont ceux d'Assal, d'Amdabada et d'Otoho. Plus de 300 personnes ont jusque-là été traitées ou consultées. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. En Côte d'Ivoire, 20 personnes ont trouvé la mort dans les inondations. Le gouvernement annonce des casses. Et pour nous en dire plus, Ahmed Hamad est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Asma, bonsoir à tous. En effet, le chef de l'État, donc Asma ivoirien, Alassane Ouattara, a écourté son séjour en France pour regagner rapidement la Côte d'Ivoire où les pluies torrentielles qui s'y sont précipitées ont déjà fait 20 morts. Depuis le drame, la consternation se mêle à la colère et à l'incompréhension des populations qui pointent l'anarchie et l'incompétence des autorités ivoiriennes. Une appréciation de la situation que partage partiellement le chef de l'État. À ce jour, Asma, des centaines de sinistrés se retrouvent sans domicile face à ce drame. Donc les populations s'organisent pour leur porter secours. C'est le cas donc dans la commune de Cocody, la plus sinistrée, où une permanence supervisée par la députée a été ouverte là-bas. On y récolte encore des vivres et des non-vivres à destination des victimes. Et les Roumains qui manifestent contre un assouplissement du code pénal. Et c'est à Bucarest, effectivement, comme dans de nombreuses villes en Roumanie, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour dire avec colère leur opposition à un assouplissement du code pénal. Des heurts ont éclaté à plusieurs reprises avec des policiers massivement mobilisés. Ces mesures réduisent notamment le nombre de délits pour lesquels une personne peut être placée en détention provisoire et limitent drastiquement la durée de l'instruction. Elle vise aussi, selon l'opposition, à favoriser le chef du parti au pouvoir en Roumanie, le Parti social-démocrate, qui pourrait notamment demander une révision d'une condamnation à 2 ans de prison avec sursis pour fraude électorale qui, depuis 2016, l'empêche de briguer le poste de Premier ministre. Et l'écologie qui sera dans la Constitution française. L'annonce a été faite par le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot. L'écologie sera bientôt inscrite en bonne place dans la Constitution française. Il assure avoir convaincu le président de la République qui prévoit un grand chantier constitutionnel d'inclure la protection de l'environnement dans l'article 1 qui porte sur les valeurs fondatrices de la République et non l'article 34 prévu initialement. Alors que la France reste l'un des pays les plus nucléarisés au monde, le gouvernement finalise actuellement sa programmation pluriannuelle de l'énergie pour 2023. Il souhaite développer des énergies renouvelables qui n'ont représenté l'an dernier que 18% de la consommation électrique. L'Europe fixe quant à elle un objectif de 32% en 2030. Et aux États-Unis, Donald Trump qui signe un décret mettant fin à la séparation des familles de migrants.
Donald Trump est enfin donc revenu à la raison, ou du moins à céder à la pression. Il a signé donc hier soir un décret pour éviter la séparation des familles de migrants ayant franchi illégalement la frontière avec le Mexique. En 5 semaines, plus de 2000 enfants de migrants avaient été séparés de leurs enfants après le lancement de poursuites pénales contre ces derniers. Leur tort, avoir franchi illégalement la frontière mexicaine. Et malgré le déluge de critiques, Donald Trump entendait maintenir le cap de sa politique de tolérance zéro aux frontières. Et lors d'une réunion donc, qui a eu lieu, il avait dit souhaiter donc une réforme qui règle le problème de séparation des familles en permettant la rétention et l'expulsion de ces familles sans les séparer. Et sport, pour clore l'actualité en s'agissant de la Coupe mondiale, victoire des Portugais et des Espagnols. L'Arabie Saoudite, par contre, a été éliminée. Une victoire effectivement plus glorieuse pour l'Espagne face à l'Iran, mais l'essentiel est là. La Roja donc rejoint le Portugal en tête du groupe B qui s'assure une quasi-qualification pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. 1-0 donc, score final après un match tendu et un but chanceux de Diego Costa qui marque involontairement du genou sur relance d'un défenseur iranien. Les Saoudiens, plus en jambes donc dans leur humiliation face aux Russes, ne l'étaient pas assez pour égaliser et ils ont perdu donc face aux Russes. Et le Portugal de Cristiano Ronaldo a enterré les rêves de qualification du Maroc, battu 1-0 hier à Moscou. Et le Maroc donc est donc éliminé. Le Portugal prend la tête du groupe B et Cristiano Ronaldo celle du classement des buteurs avec 4 réalisations en 2 matchs seulement. Merci Ahmed pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent week-end à tous.